qu'on va choisir les vaisseaux qu'on prend et qu'on va savoir où on place notre prélèvement de peau. Bien sûr, le lambeau Dieppe est autologue. Il comporte un prélèvement au niveau de l'abdomen. On donc préserve le muscle, c'est-à-dire que l'ancêtre du Dieppe étant le trame, avant on prélevait le muscle grand droit qui servait à à vasculariser la peau. Maintenant, on dissèque les petits vaisseaux à travers le muscle et on le préserve. C'est pas parce qu'on le préserve qu'il ne peut pas y avoir de complications. C'est-à-dire qu'on le préserve, mais on ouvre quand même la gaine musculaire. Donc on peut avoir, même si c'est extrêmement rare, des éventrations qu'on traite secondairement. D'accord ? Et on peut également avoir des faiblesses musculaires de temps en temps, qui s'appellent des voussures. Donc on préserve le muscle, c'est-à-dire qu'on préserve quand même la paroi et qu'on a infiniment moins de soucis qu'avant, mais on a quand même de temps en temps des petits soucis qui nous poussent à réopérer les patients. Quand je vous dis vraiment de temps en temps, c'est que c'est vraiment très très rare. Alors justement, vous parliez tout à l'heure des superbes illustrations. Donc je les utilise également pour vous montrer la technique. Donc vous voyez ici les muscles grand droit de l'abdomen, qui sont ceux des tablettes de chocolat, tout simplement, chez les hommes. Et donc ces muscles-là sont vascularisés par les vaisseaux épigastriques inférieurs profonds. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Dieppe. Et c'est ceux que vous voyez en bas, au niveau inguinal. D'accord ? Et ces vaisseaux se jettent sur les vaisseaux, sur l'artère iliaque externe. En haut, vous voyez les vaisseaux mammaires internes. Donc en fait, ils sont pratiquement en continuité. D'accord ? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre cette palette cutanée, donc ce morceau de peau, si vous préférez, avec les vaisseaux, et on les dissèque à l'intérieur du muscle. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce qui explique que, ici, vous voyez qu'on a ouvert le muscle, et qu'on l'a refermé ensuite avec un petit surjet. Donc ensuite, on coupe à l'origine des vaisseaux iliaques ces vaisseaux du lambeau, et on va venir les rebrancher sous microscope, comme vous l'avez vu, au niveau des vaisseaux mammaires internes, qu'on coupe bien sûr aussi au-dessus. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le modelage et la fermeture, c'est-à-dire qu'on va donner déjà une forme de sein au lambeau, bien sûr, en l'enroulant, et enfin, selon un certain nombre de méthodes, et en bas, on va fermer cet abdomen et ce nombril. Alors ça, c'est la reconstruction mammaire différée, c'est-à-dire que vous aviez une cicatrice de mastectomie au départ et plus de sein. Ce serait un tout petit peu différent si on était dans le cadre d'une reconstruction mammaire immédiate, et ici vous pouvez voir qu'en fait la cicatrice, la plupart du temps, se situe uniquement autour de l'aréole. D'accord ? On va réussir à retirer toute la glande mammaire par cette cicatrice-là. On va aller se brancher et on va enfouir le lambeau à l'intérieur et on va retirer l'épiderme sur une grande partie du lambeau et on ne laissera qu'un petit disque d'épiderme qui va être au niveau de notre future aréole. Donc ça, c'est la reconstruction mammaire immédiate. Ça, c'est un des diagrammes de l'étude que j'avais faite sur la qualité de vie plus de 5 ans après Dieppe, simplement pour vous montrer la satisfaction en fonction du temps. La durée suivie en années, vous l'avez en bas, et la satisfaction, vous voyez qu'elle ne change pas. C'est-à-dire que les patientes soient à 5 ans, 10 ans, 15 ans, je crois que le plus qu'on avait, c'était 15 ans comme recul, et bien la satisfaction est toujours aussi importante. Et donc, ce qui était ressorti dans le questionnaire de satisfaction, c'était bien sûr que les patientes rechoisiraient de se faire reconstruire et par la même méthode, mais surtout qu'elles avaient la sensation d'appartenance du sein reconstruit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est leur propre peau, leur propre corps, elles ont cette sensation que le sein leur appartient. Alors que ce qu'on voit souvent après des reconstructions par prothèse, c'est des patients qui nous disent « je veux qu'on me l'enlève » ou alors « je veux qu'on me le remplace par autre chose parce que j'ai pas l'impression que c'est à moi et j'ai quelque chose d'extérieur qui est là ». Donc, je ne dis pas que c'est pour toutes les patientes, encore une fois, moi je ne cherche pas à faire qu'un seul type de reconstruction et j'aime bien aussi faire d'autres modes de reconstruction, mais simplement à vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants, et que un des gros avantages de ce type de chirurgie, c'est que vraiment les patientes ont l'impression que leur sein leur appartient. Et elles n'ont pas que l'impression d'ailleurs. Ensuite, la satisfaction, elles sont très très satisfaites de leurs résultats habillés, du décolleté et de la souplesse. Ensuite, un autre type de lambeau qui est beaucoup plus récent, qui est le lambeau pape. Donc, je ne sais pas si certains ou certaines ont entendu parler de ce type de lambeau.
c'est un lambeau qui est beaucoup plus récent, qui a été décrit toujours par la même équipe américaine, mais en 2012, donc vous voyez que c'est très très récent. Et nous, bien sûr, on est le premier centre à la pratiquer en France, et on est même également le premier centre à avoir développé une nouvelle méthode de le faire. Dans tous les cas, on avait une problématique qui était les patientes minces, souvent jeunes, et avec un sein qui n'est pas très volumineux, contralatéral. Ces patientes-là, souvent, elles n'avaient pas beaucoup de ventre, et elles n'avaient pas non plus un sein énorme à reconstruire, et le DIEP n'était pas forcément très adapté à leur cas. Et bien, chez ces patientes-là, auparavant, on faisait un lambeau qui s'appelle le lambeau gracilis, c'est-à-dire qu'on prenait un muscle qui est situé à la face interne de la cuisse, encore une fois prélèvement musculaire, qui avait des petits vaisseaux à l'intérieur qui vascularisaient la même peau. Et en fait, on prenait ce muscle et cette peau qu'on rebranchait au niveau des vaisseaux mammaires internes de la même façon, et on obtenait un sein. De la même façon que le tram a évolué en DIEP, le lambeau de gracilis a évolué en lambeau de Pape. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à prendre des vaisseaux sans le muscle de la cuisse, et on arrive à reconstruire un sein de taille petite, mais maintenant, avec une modification technique, on arrive même à reconstruire les seins de taille moyenne ou importante. Donc, ce lambeau, il est pris aux dépens des vaisseaux qui sont basés sur l'artère fémorale profonde, c'est pour ça qu'il s'appelle Pape, mais en tout cas, qui sont au niveau de la racine de la cuisse. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que la cicatrice résultante va être une cicatrice qui est située au niveau du sillon sous-fessier, et qui va être postérieure, alors que la cicatrice du gracilis venait pratiquement en avant au niveau de l'aine et donc était beaucoup plus visible. Donc là on a une cicatrice qui est pratiquement que postérieure, qui vient un petit peu au niveau de la face médiale de la cuisse, mais voilà. Donc là je vous ai montré de la même façon qu'on fait un angioscanner pour repérer les vaisseaux, et donc ce lambeau, c'est en fait la banane graisseuse qui est située sous la fesse. Vous voyez la fermeture, donc avec la cicatrice au niveau du sillon sous-fessier, et exactement de la même façon le lambeau qui est rebranché au niveau de l'aire thoracique. Et dernière chose qui est un petit peu différente, c'est le modelage, bien sûr. Là, on va souvent le retourner sur lui-même, un peu comme un croissant ou comme un chausson, pour pouvoir donner une forme de sein à ce lambeau. Et donc, les autres lambeaux sur lesquels je ne vais pas m'attarder, puisqu'il y en a beaucoup et d'ailleurs, il y en a beaucoup qu'on ne fait pratiquement plus, donc en tout cas, on ne va pas en parler pendant des heures et des heures. Donc, le lambeau de Pape étendu, alors ça, pour le coup, c'est pas qu'on le fait plus, mais c'est que c'est quand même beaucoup plus récent. Donc, c'est le Pape, mais chez les patientes qui ont des cuisses assez importantes, qui auraient éventuellement une indication de lifting de cuisses, et bien en fait, on fait une extension verticale, donc une cicatrice qui va aussi un petit peu descendre sur la cuisse, et qui nous permet de prendre un morceau beaucoup plus gros de graisse et de peau, et donc de reconstruire un sein beaucoup plus important. Donc tous les papes étendus qu'on a fait se sont bien passés, et on est en train de le publier pour en faire un nouveau mode de reconstruction. Ensuite, il y a les lambeaux de fesses, donc supérieurs et inférieurs, les S-gap et I-gap. Je ne dis pas qu'on n'en fait plus, mais en tout cas on n'en fait pratiquement plus, parce que c'était des lambeaux qui étaient avec une difficulté quand même assez importante, et un taux d'échec qui était un peu plus important, parce que des vaisseaux tout petits et des vaisseaux qui se spasmaient assez facilement. Donc on avait parfois des spasmes qu'on ne comprenait pas. Et dernière chose, c'est qu'il y a des patients qui ne veulent pas qu'on touche à leurs fesses, et on le comprend aisément, simplement, puisqu'elles ne veulent pas de cicatrice sur la fesse, elles ont déjà une cicatrice sur le sein, donc il y a des patientes qui sont totalement opposées à ce type de cicatrice. Ensuite, bon, le lambeau TAP, c'est un lambeau un peu particulier de dos sans prélèvement musculaire, mais avec lequel on ne peut pas prendre une quantité très importante de peau. Le lambeau gracilis dont je vous ai parlé tout à l'heure, et d'autres lambeaux sur mesure. Il y a d'autres lambeaux qui sont développés au niveau de la culotte de cheval, au niveau des flancs, etc. Donc, nous, notre philosophie, c'est qu'on veut réussir à vraiment prendre là où il y a l'excès pour pouvoir reconstruire le sein, et donc ce qui correspondra à un double bénéfice. C'est vraiment l'idée première. Les risques des lambeaux, je suis bien sûr obligé de vous en parler, c'est important, comme dans toute consultation, il faut en parler. Comme pour toute chirurgie, vous avez les infections, les hématomes, les risques de transfusion. Alors là aussi, puisqu'on va beaucoup plus vite et puisqu'on est
très précautionneux, on arrive à réduire considérablement ce risque. Aujourd'hui, on a moins d'une patiente sur 10 qui est transfusée, c'est clairement un chiffre assez bas. Les risques de phlébite et d'embolie pulmonaire qui sont présents, alors qui vont être quand même faibles sur les Langodiep, un peu comme une plastie abdominale, hein, il y a toujours ce risque-là. Par contre, qui vont bien sûr être un peu plus élevés sur les langots de double diep. Maintenant, ce qu'il faut et ce qu'on fait, c'est faire marcher les patients très vite à partir du premier jour post-opératoire, faire des piqûres d'anticoagulants préventives, etc. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait pour éviter ce risque. Les risques d'échec dont je vous ai parlé, donc par thrombose veineuse ou artérielle, les reprises, donc quand on voit qu'il y a un souci, on va réopérer et on va faire ce qu'il faut, à savoir déboucher les vaisseaux et éventuellement les rebrancher, etc. Et on peut même être amené parfois à reprendre une, deux fois, rarement plus, parce qu'après, c'est qu'il y a un problème soit dans le lambeau, soit au niveau des vaisseaux, et donc après on va pas non plus s'acharner. Mais en tout cas, ce risque-là, il faut en avoir conscience, parce que c'est sûr que même si c'est assez rare, ben, c'est pas des moments très agréables pour les patientes. Et les risques, bien sûr, cicatriciels, comme chez tout patient, avec les cicatrices parfois hypertrophiques ou les petits soucis de cicatrisation. Voilà, donc maintenant les étapes de la reconstruction. Donc, globalement, il y a 2 temps à la reconstruction. Alors, je dis globalement parce qu'il y a toujours, bien sûr, des patients qui vont en nécessiter plus. Et globalement, vous allez voir le premier temps et le dernier temps. C'est ces temps-là qui sont de toute façon obligatoires chez tout le monde. Le premier temps étant un temps qui sert à faire un volume, à amener de la peau, à amener du volume. C'est-à-dire qu'à la fin du premier temps, quand la patiente sort de l'hôpital, elle n'a pas forcément un sein qui est joli. D'ailleurs, c'est pas vraiment un sein, puisqu'il n'y a pas encore d'aréole, de mamelon, etc. Donc, c'est vraiment qu'un premier temps. Bien sûr, c'est l'étape la plus importante, parce que si celle-là échoue, ben, on va devoir passer à autre chose. Mais en même temps, c'est pas du tout la fin de la reconstruction, et il faut bien savoir que ça n'est qu'une étape intermédiaire. Et ensuite, le dernier temps, dans lequel en général on l'appelle le second temps, parce que c'est le second et dernier temps, et pendant lequel on essaie de tout faire. Donc tout ce qui reste à faire, à savoir reconstruire l'aréole, le mamelon, symétriser l'autre sein, donc soit le réduire, soit le remonter, etc. Faire du lipofilling éventuellement, s'il y a des zones où il faut un peu améliorer certains aspects, etc. Éventuellement, s'il y a des petites retouches à faire sur le ventre, on les fait à ce moment-là. Retirer le porte-à-4 si jamais il faut le retirer, etc. Donc on essaie vraiment de faire tout ce qu'il faut pendant ce deuxième temps. Le premier temps, c'est en hospitalisation, pour le DIEP en tout cas, et ça dure, comme je vous ai dit, entre 5 et 6 jours d'hospitalisation. Le deuxième temps, c'est en ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous sortez le soir. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus léger. Le premier temps dure 3-4 heures, le deuxième temps, c'est 1h30. Et donc, les temps intermédiaires, ça peut être soit des temps préliminaires, donc ça va être surtout pour la reconstruction par prothèse, donc par exemple des temps de lipofilling préliminaires pour augmenter l'épaisseur de la peau, soit des temps d'expansion préliminaire pour augmenter la quantité de peau. Et on peut aussi avoir des temps entre le premier et le dernier temps, parfois de lipofilling, parce que le lambeau s'est bien passé, on a fait tout ce qu'on souhaitait, par contre il est encore un peu petit. Et plutôt que de réduire énormément l'autre sein, la patiente souhaiterait quand même avoir quelque chose qui ressemblait un peu plus à ce qu'elle avait auparavant. Donc on va faire un temps intermédiaire, on va augmenter le volume du sein en injectant de la graisse dedans, et ensuite on fera le dernier temps. Ok? Donc, l'importance du dernier temps. Vous allez voir. Je dis ça pour aussi insister sur un élément, c'est que j'ai parfois des patientes qui, une fois qu'elles ont eu leur premier temps, sont contentes, elles ont quelque chose qui n'est pas trop mal, elles ont plus de prothèse externe, elles sont contentes, elles disent non, non, c'est bon, moi je m'arrête là, tout va bien. Mais j'insiste toujours énormément parce que je pense que quand on a fait tout ce qu'il faut pour arriver jusque-là et qu'en plus ça s'est bien passé, c'est vraiment dommage de ne pas faire la fin. Et vous allez voir à quel point c'est dommage, parce que c'est vraiment là où, d'une forme, on va obtenir un sein et qu'elle va garder pour toute sa vie. Donc je pense que c'est franchement pas souhaitable. Alors, une patiente qui a une mastectomie du sein droit, voici le premier temps. Donc vous voyez, on est très loin de ce qu'on peut imaginer d'une belle reconstruction. Il y a un volume, il y a de la peau, on est content, ça s'est très bien passé. Mais on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines. Et là, vous voyez, après le dernier temps, qui est un simple temps de chirurgie ambulatoire, rapide, et bien qu'on a pu
réduire et remonter le sein gauche, qu'on a pu augmenter un petit peu le sein droit en injectant de la graisse, faire une aréole, un mamelon, et améliorer même un petit peu la forme, et que la patiente, elle ressort avec un sein qui ressemble à un sein, et ça va être pour toute sa vie. En plus de ça, imaginez-vous que c'est un peu comme une remise à zéro, c'est-à-dire que si jamais on ne fait pas ce temps de symétrisation des seins, on aura une asymétrie toute la vie. Alors que là, comme elle est symétrique au départ, les deux seins vont tomber de la même façon, et elle va rester symétrique. Et ça, c'est très important. Excusez-moi. Oui. Quel est le temps entre chaque étape? C'est au moins 3 mois. On va dire qu'à partir de 3 mois, c'est possible. Et donc, parfois, c'est un peu plus long s'il y a cicatrisation, il y a des petits soucis, quoi. Mais en général, c'est bon. À partir de 3 mois, on peut le faire. La reconstruction de la plaque aréole-mamelon. L'aréole, c'est un disque de peau teintée. Et le mamelon, c'est un volume. D'accord ? Donc ce disque, c'est simplement de la pigmentation, et ce volume, c'est simplement soit de la peau, soit un faux volume, d'ailleurs qui peut même être fait par tatouage. Donc après, il y a beaucoup de façons de faire ces reconstructions, ça aussi on peut en discuter avec les patients. Simplement, la chose la plus importante à comprendre, c'est que une des choses primordiales pour les aréoles, c'est la position. Si jamais on place l'aréole trop bas, trop à droite, trop à gauche, une très belle reconstruction devient très moche. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on l'a fait que lors du dernier temps. C'est-à-dire que si jamais il y a des temps de remodelage importants, qu'on est obligé de re-remplir de façon très importante le sein, ou qu'il y a des choses importantes qu'on doit faire, eh bien on ne fera pas le mamelon en même temps. Quitte à ce que la patiente ne soit pas contente parce qu'elle a un temps de plus, mais elle sera contente à la fin. Et c'est ce qu'on vise. Donc l'aréole, il y a deux façons de la faire. C'est soit un tatouage, ce qui est tout à fait faisable et ce qui est même pris en charge par l'assurance maladie, soit, et c'est ce qu'on fait nous plus souvent, une greffe de peau qu'on prend à la racine de la cuisse parce que c'est une peau qui est un peu plus teintée et qui permet d'avoir une reconstruction qui soit pérenne. C'est-à-dire que le tatouage, en fait, il se défait et il faut le refaire régulièrement. Alors que la greffe de peau, même si elle peut se décolorer, en tout cas, elle va avoir moins tendance à subir le temps et on pourra aussi la tatouer si on le souhaite. Hein, c'est pas le problème. Donc ça, c'est pour l'aréole. Je vous ai montré, ça c'est la localisation à laquelle on prend la greffe de peau. Et donc, ça, c'est la greffe de peau mise en place avec un petit repli au milieu qui a un lambeau local qui correspond au mamelon. Le mamelon, en général, c'est un lambeau local, c'est-à-dire qu'on va reprendre un petit peu de peau sur le lambeau ou sur la peau si jamais c'était une reconstruction par prothèse, qu'on va faire un petit repli, hein, comme un origami si vous voulez, et qu'on va obtenir un volume. Donc, je vous montre un des exemples, hein, il en existe énormément de types de lambeaux différents, mais voilà un des exemples des lambeaux pour que vous essayiez de vous imaginer ça. Là, c'est un lambeau avec deux petits versants latéraux et un petit clapet par-dessus. Il y a beaucoup d'autres lambeaux, donc il y a des Little, des VB, des CB, enfin voilà, il y en a énormément qui sont décrits. Et la deuxième solution pour refaire un mamelon, c'est prendre la moitié du mamelon contralatéral. Donc, c'est-à-dire que, alors ça c'est encore un autre lambeau, c'était pas ça que je voulais montrer, mais le mamelon contralatéral, voilà, ça c'est un mamelon contralatéral. Donc en fait, on coupe la moitié du mamelon de l'autre côté et on le greffe. Donc bien sûr, il faut qu'il prenne, là encore, parce que c'est une greffe. Mais par contre, c'est vrai que ce type de reconstruction du mamelon, esthétiquement, elle est un petit peu meilleure, mais on ne la fait pas chez tout le monde, parce qu'on risque de perdre de la sensibilité sur son mamelon prévu. Donc ça, quand on prévient les patients, souvent, il ne leur reste plus qu'un seul sein, ils ne veulent pas trop quand même qu'on touche le mamelon. Voilà, et donc le résultat, je disais importance bien sûr du second temps pour savoir exactement de la symétrie, et voilà ce qu'on peut obtenir comme reconstruction avec une greffe, un tatouage, une greffe de mamelon contralatéral. Donc ce que je disais par rapport à votre question, au moins 3 mois entre chaque étape, c'est le minimum, ça peut être un peu plus, et le délai de reconstruction totale, chez nous on essaye qu'il ne soit pas supérieur à 1 an. Donc après c'est souvent des problèmes de délai opératoire, parce que bien sûr, il commence à y avoir, même si on essaie d'augmenter toujours nos capacités à opérer les patientes, beaucoup de patientes et pas forcément autant de place au bloc opératoire, mais en tout cas, on essaye de ne pas dépasser les 1 an. Et moi, j'ai déjà plusieurs patientes qui ont déjà été reconstruites en 6 mois, 8 mois, parce que premier temps très bien passé, on fait le deuxième temps 3 mois après, et puis 3 mois après, tout va bien, et puis voilà, c'est terminé pour elles, et elles peuvent passer à autre chose. Voilà, donc c'est fini pour cette deuxième partie. Après la troisième partie, ce sera toutes les photos et certains cas. Donc encore quelques questions entre deux et puis un peu on reste pour la Je vous fais passer.
ça va. J'ai déjà eu une petite consultation avec un chirurgien plastique qui m'a dit que éventuellement j'étais un très bon cas pour un diète. Mais mon fils m'a laissé gentiment des belles vergetures sur le ventre. C'est sympa de l'accuser. Non, bah oui, enfin n'empêche que quelques kilos, enfin voilà, il a laissé des traces. Et une belle cicatrice de césarienne aussi. Donc à savoir si c'est un souci, si c'est une contre-indication. Alors, la cicatrice de césarienne n'est pas une contre-indication, heureusement, vu le nombre de césariennes. C'est en général plutôt les cicatrices d'hystérectomie qui parfois vont être extrêmement agressives sur les vaisseaux épigastriques, mais encore une fois, même pour ce type de cicatrice, c'est rare, donc aucun problème pour votre cicatrice de césarienne. En revanche, les vergetures, c'est pas un problème, on le fait vraiment loin d'être la seule à avoir des vergetures sur le ventre. Par contre, c'est vrai que les vergetures, si elles sont au niveau de la partie sous-ombilicale, on va les transposer. Si c'est une reconstruction où on a besoin de garder la peau, on va les transposer et donc vous les garderez sur le sein. Après, très sincèrement, c'est pas quelque chose forcément qui va être extrêmement laid ou qui va être extrêmement gênant. Il y a plein de patientes qui ont des vergetures et il y a plein de patientes qui ont fait des dièpes et elles pleurent pas tous les matins en regardant les vergetures sur la poitrine. Et c'est vrai que ça ne va pas disparaître. De toute façon, il n'y a aucun traitement aujourd'hui qui permet de les atténuer ou de les faire partir. Hein. N'investissez pas tout dans les LED et dans les choses comme ça, parce qu'il n'y a aucun traitement qui traite les vergetures. Le derme a craqué, c'est terminé, et malheureusement, voilà, soit il faut le retirer, mais voilà, et vous, dans votre cas, comment on le transpose, comment on les conserve. Après, c'est pas une contre-indication du tout. Et pour le sport, après, il n'y a pas de souci? Par rapport au diète, ouais. C'est ça? Alors, il n'y a absolument aucune contre-indication à faire du sport. Après, bien sûr, pour les athlètes de haut niveau, il peut peut-être y avoir quelques gènes, enfin, je veux dire, du fait qu'on touche aux muscles et que j'ai dit parfois il peut y avoir quelques faiblesses musculaires, on va dire que des gens qui ont besoin de 100% de performance, peut-être c'est pas forcément ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, il n'y a absolument pas de gêne au sport. Hein. Les patients vivent normalement, font du sport et font tout ce qu'ils ont à faire normalement. Le sport, il faut commencer, alors, moi je dis 3 mois après, à pleine puissance, et 2 mois après, on peut commencer tout doucement la kiné. Nager. Comment? Nager. Nager, il faut avoir complètement cicatrisé, et il faut, donc à partir de 2 mois, vous allez pouvoir commencer des petites choses, on va dire, pas trop agressives, et à 3 mois, sans problème, on tout faire. Oui. Vous avez parlé des vaisseaux et de la vascularisation et tout ça. Est-ce que vous enverrez aussi des tests de glandes par rapport au fait de retrait des glandes sentinelles, par exemple? Alors, est-ce que ça se fait? Alors, donc, quand vous dites de glandes, vous voulez parler des ganglions, peut-être? D'accord. Donc, les ganglions, effectivement, ça peut tout à fait se faire. Alors, je resitue le problème. Le problème, c'est qu'il y a eu des patientes qui ont eu des curages axillaires, alors, plus des curages que des ganglions sentinelles, parce qu'en général, il n'y a pas de problème quand on a un ganglion sentinelle, en général. Donc, et qui vont présenter un lymphœdème, c'est-à-dire que la circulation lymphatique n'est plus la même au niveau du bras et elles vont avoir un gros bras. Et pour ces patientes, il y a pas mal de choses qui existent, il n'y a pas de solution miracle, ça c'est sûr.